TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver au sommaire de cette édition. La lutte contre le cancer du sein, le combat au Togo prend d'autres dimensions. En témoignent les actions sur le terrain de groupes organisés. Nous serons à Ketao pour suivre l'association Femmes sans cancer. Le greffe de rein du porc, c'est possible chez les humains. Un succès mondial, une première qui donne déjà de l'espoir aux milliers de patients en attente de greffe. Nous serons à New York pour découvrir ensemble ce groupe de médecins. Nous allons marquer une pause à la tour de contrôle de l'aéroport international Gnassingbé Yadema, histoire de voir de plus près le travail au quotidien des contrôleurs aériens. Ce sera le gros format de cette édition. Nous sommes sur ce plateau avec le président de la Cour suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdoulaye Yaya, qui aura une annonce importante à faire passer. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de faire le journal avec nous. Merci. Voilà le décor ainsi planté. Bienvenue dans ce journal. Depuis hier à Lomé, le débat était consacré sur la promotion de la jeune fille et de l'équité genre. Et c'était bien sûr à la faveur du 4e sommet mondial des filles. Les plus concernées ont porté haut leur voix et d'importantes décisions sont prises pour faire de la jeune fille celle de la génération égalité. Nous reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition. Mois d'octobre, mois par excellence dédié à la lutte contre le cancer du sein à travers le monde. Au Togo, vous allez le voir, les associations engagées dans la lutte sont sur le terrain pour sensibiliser les femmes et lancer dans la foulée un appel au diagnostic. C'est le cas ici de l'association Espérance Vie Nouvelle et associée. Le point avec Marie-Thérèse Nabé des commentaires. Yasmine Kotia. Pour la 13e édition d'Octobre Rose, la Ligue togolaise de lutte contre le cancer du sein lance un appel aux femmes, celui de participer massivement à la campagne de dépistage du cancer de sein. L'année dernière, 314 femmes sont décédées de ce mal au Togo. Malgré le Covid-19, n'oublie pas la lutte contre le cancer du sein, un thème qui engage. Nous marquons cette activité par une conférence débat pour faire le point de ce qu'on a pu mener comme lutte et qui donne le ton des activités d'Octobre Rose par un lancement officiel donnant droit à une campagne de dépistage permettant à la femme d'aller se faire dépister à moindre coût. Pour se faire dépister du cancer de sein, des centres hospitaliers et cliniques partenaires de l'association Espérance et Vie Nouvelle sont ouverts, mais il faut réunir un certain nombre de conditions. Le dépistage précoce par mammographie est maintenant rentré dans les mœurs. Avec nos associations, nous avons été l'éveil, la promotion dans la lutte contre le cancer pour que les gens puissent prendre conscience de cette réalité qu'est le cancer aujourd'hui. Il y aura des campagnes de dépistage qui vont s'étaler sur un mois. Le cancer de sein est une affaire de tous. L'engagement de chacun dans la lutte contre ce mal peut être vital. Plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Le cancer du sein touche aussi et surtout les femmes des zones les plus reculées. Elles ont alors besoin d'informations pour prendre conscience et mener le bon combat. À Ketao, dans la Biennale, l'association Femmes sans cancer a posé sa valise pour une vaste campagne de sensibilisation de lutte contre le mal qui ronge la femme togolaise. Le point de la campagne de sensibilisation avec Nestor Mouzou. Jour de marché à Ketao. Ce marché s'anime chaque mercredi. Il est considéré comme l'un des plus grands dans la partie septentrionale du pays, parce qu'étant fréquenté par des vendeurs et acheteurs venant des pays voisins. Eu égard à l'affluence qui le caractérise, l'association Femmes sans cancer l'a ciblé pour une activité de sensibilisation. La sensibilisation porte sur le cancer du sein. C'est pour amener les femmes à déceler tôt la maladie et se faire traiter pour éviter le pire.
Nous sommes là au marché pour transmettre aux revendeuses qu'il faut s'auto-examiner les seins régulièrement. L'essentiel, c'est de palper les seins pour voir s'il y a une boule. Et là, le sein, c'est tout ça. Il faut palper toute cette partie-là et changer de sein. Alors, on leur conseille, à chaque fois qu'elles constatent un changement au niveau d'un de leurs seins, de ne pas hésiter à aller consulter le médecin ou la sage-femme. L'objectif de la sensibilisation est aussi de briser le mythe et les préjugés qui tournent autour de l'ablation du sein lorsque les circonstances l'exigent. Beaucoup pensent que quand on te coupe le sein, tu vas mourir. Et donc ça fait que les femmes ont peur. Il y en a qui vont tôt voir le médecin, mais une fois qu'on leur propose l'ablation, elles disparaissent. Elles reviennent quand c'est tard, on leur fait l'ablation, elles meurent et ça confirme ces préjugés-là. Alors j'exhorte les femmes à accepter donc l'ablation des seins. Cette activité de sensibilisation à Ketao sur le cancer du sein de l'association Femmes sans cancer a pu se réaliser grâce à la fondation Tom Fay. L'association Femmes sans cancer compte mener la même activité dans les marchés de Hanoukope à Lomé, de Tchévié, de Sokodé, de Kara, de Dapaon et de Saint-Cassé, et ceci par rapport à son programme dénommé Octobre Rose, qui est une campagne annuelle de communication qui prend en compte non seulement la sensibilisation, mais aussi le plaidoyer pour mobiliser les fonds pour les recherches sur le cancer du sein. Au chapitre toujours santé de cette édition, nous évoquons maintenant le greffe de rein de porc sur les humains. Un succès de la médecine, une première mondiale, un espoir pour les patients en attente pour le greffe de rein. La découverte est faite par une équipe de médecins américains. Reportage avec nos confrères de France 24. Un rein de cochon greffé sur une patiente humaine en état de mort cérébrale. Une première mondiale réalisée par l'équipe du Langone Health à New York. Pendant près de 2 jours, le corps de la patiente et le rein de cochon ont parfaitement fonctionné ensemble. Pendant les 54 heures où nous avons mené l'étude, le rein a parfaitement fonctionné. Exactement comme on l'aurait attendu d'un rein provenant d'un donneur humain. Un espoir pour les 90 000 patients en attente de greffe de rein aux États-Unis. Selon certains chercheurs, la greffe de l'animal vers l'humain pourrait devenir une opération courante. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie et que le succès est pour un avenir proche et non pas dans des décennies comme c'était le cas dans le passé. Mais pour que l'organe ne soit pas rejeté par le corps humain, il est génétiquement modifié. De nombreuses questions éthiques se posent. La principale, accepte-t-on de greffer un organe animal sur un humain ? Nous devons nous poser des questions difficiles sur ce que cela signifie de développer volontairement des organes chez les porcs. Pour l'heure, la greffe de l'animal vers l'humain reste expérimentale. Nous poursuivons cette édition avec notre invité sur le plateau. Sa dernière sortie dans la presse a fait un grand bruit avec des déclarations sur la crise du foncier au Togo et en première ligne les magistrats. Ce soir, nous recevons dans le 20h le président de la Cour suprême du Togo, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdoulaye Yaya. Monsieur le Président, bonsoir. Vous êtes là ce soir pour une annonce importante. Nous sommes à l'écoute et les téléspectateurs aussi. Merci. Nous avons en effet une annonce à adresser à la population justiciable de notre cher pays. Cette annonce a rapport avec sa quiétude, son calme et son bénéfice dans l'exercice de la justice. Exercé par les juges, exercé par nous. Mais avant le rendu de cette annonce, nous voulons avancer quelques précisions afin d'éviter tout amalgame, confusion ou malentendu. Nous ne voulons pas interférer dans l'action générale ou les activités de nos autorités gouvernementales qui constituent l'exécutif, dont nous n'avons ni les prérogatives ni les capacités. De notre côté, nous n'avons pas aussi la prétention de reprendre ou de refaire les lois en lieu et place de nos honorables députés de la représentation nationale.
dont nous n'avons ni les attributions, encore moins la vocation. Le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire que nous représentons est en bonne et saine intelligence avec ces deux premiers pouvoirs de notre République. Notre rôle dorénavant, il faut le rappeler, est de faire en sorte que la loi dans son application par les juges reste impersonnelle, c'est-à-dire une loi pour tous, accessible, gratuite, pas une justice, quand tire cette loi, une justice qui soit inféodée à n'importe quel présenteur, ni inféodée à quiconque. C'est-à-dire, nous voulons une justice protectrice de la victime et véritablement un épouvantail du délinquant. Il faut que la confusion, qu'on ne fasse pas une confusion sur le rôle de la justice et l'exercice de la justice de la loi par le magistrat togolais. En d'autres termes, notre justice ne doit plus faire peur qu'aux délinquants uniquement. Pas celui qui peut s'en prévaloir pour consolider, préserver ses droits, ou alors pour qu'on répare le préjudice, le mal qu'on lui a fait ou qu'il a subi. Notre justice doit rassurer dorénavant le vulnérable et soulager l'éprouvé. Le règne de l'argent, nous allons répéter ça encore, le règne de la forfaiture, le règne de l'abus de pouvoir ou d'autorité, de l'autorité, doivent prendre fin. Et pour commencer, voici, dans une matière très sensible, aujourd'hui, l'annonce que nous proposons aux justiciables. Au terme des dispositions des articles 682 et suivants de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018, portant code foncier et domanial, l'exécution des décisions de justice, arrêt de la Cour suprême, de la Chambre d'annulation, des cours d'appel et jugements des tribunaux, en matière foncière devenus définitifs et ordonnant l'expulsion forcée ou démolition d'une ou plusieurs habitations, est désormais soumise à des prescriptions strictes. Voici les termes de la loi que nous venons de citer. Mais face aux dérives dans l'exécution des décisions de justice en matière foncière par certains acteurs de justice, en l'occurrence, entre autres, les huissiers de justice, sur décision des juges, assistés de la force publique ou par des individus peu recommandables, appelés communément les gros bras, et qui créent des désarrois au sein des populations. Pour ce fait, j'en appelle au respect scrupuleux des dispositions pertinentes de la loi ci-dessus évoquée, notamment en ses articles 695 à 701. En conséquence, pour compter de cette annonce, toute expulsion forcée massive, toute démolition d'immeubles, quelle que soit leur envergure, et tout déguerpissement massif de population ordonnés par décision de justice sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et ce, dans les deux ressorts de cour d'appel du Togo, c'est-à-dire, en termes clairs, sur toute l'étendue du territoire, couverte par nos juridictions. J'engage à cet effet les départements ministériels en charge des auxiliaires de justice, les officiers de police et de gendarmes, et les officiers de police et les gendarmes judiciaires et autres agents à suspendre jusqu'à nouvel ordre toujours toute assistance requise afférente aux suspensions ci-dessus visées. Désormais, tout individu ou groupe d'individus surpris en train d'entraver
ou constituant entrave aux suspensions ci-dessus seront poursuivis pour vandalisme, destruction volontaire et autres. Les responsables des structures étatiques impliquées dans la gestion du foncier sont appelés, chacun à ce qui le concerne, à œuvrer pour la cohésion et le vivre ensemble des populations togolaises. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour cette annonce très importante. Dites-nous quelle serait la suite à donner. C'est très simple. Si vous le voulez, sur votre invitation, nous reviendrons ultérieurement pour vous présenter le service après-vente. Volontiers. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous étions avec le président de la Cour suprême du Togo, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdoulaye Yaya, qui nous livre un message lié au foncier et la responsabilité des magistrats. La suite de votre édition avec la formation des journalistes sur les fondamentaux du métier à mettre en application pour éviter les conflits. Une session tenue à Dapaon et qui a regroupé les journalistes de la région. Le point avec Gérald Agoutou. Dans l'exercice de leur métier de journaliste, les professionnels de médias sont appelés à fournir à la population des informations non seulement vérifiées, mais également qui concourent au renforcement du vivre ensemble. Ce rôle devient de plus en plus prépondérant et délicat dans un environnement médiatique marqué par l'influence des réseaux sociaux. Les jeunes, et en particulier les jeunes journalistes, sont les personnes les plus actives dans la lecture quotidienne des réseaux sociaux. Le Togo est un pays de paix mondialement connu. Et il faut à tout prix préserver cette paix. Et renforcer les capacités des journalistes en matière de la prévention de la paix. En vue de faire de ces professionnels des médias des artisans de paix et de cohésion sociale dans la région des Savanes, cette session de renforcement des capacités est ouverte ici à Dapaon. À la manette pédagogique, Sophie Ekoué, précédemment journaliste à RFI, aujourd'hui formatrice au sein de la coordination pédagogique à CFI dans le G3 Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger. Il faut que le journaliste soit un modèle de la société, celui par qui passent les informations les plus filtrées, les informations les plus crédibles, puisque c'est lui qui, en principe, est le porte-parole de la société en matière d'information et de communication. Ces participants portent à 45 l'effectif total ciblé dans les régions maritimes, centrales et savanes, fruit de la bonne collaboration entre le gouvernement togolais et le système des Nations Unies à travers l'UNICEF, l'UNFPA et le PNUD. La suite de votre édition, le Premier ministre, Mme Victoire Tomega Dogbe, en séjour à Libreville au Gabon pour une visite de travail, a été reçu dans la matinée de jeudi par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Au menu de l'entretien, la diplomatie active entre Lomé et Libreville, le leadership des présidents Faure Gnassingbé et Ali Bongo, sans oublier l'audace dans la transformation économique des deux pays frères et amis ces dernières années. Le point avec Adolphe Baka. La convergence des relations bilatérales et des politiques de développement durable et d'inclusion menées sous le leadership des deux chefs d'État, Faure Gnassingbé du Togo et Ali Bongo Ondimba du Gabon, sont les points essentiels évoqués lors de l'entrevue entre Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe et le président de la République gabonaise. Il y a des relations très anciennes, profondes, qui existent entre les deux pays, le Togo et le Gabon. Et c'est des relations qui sont bien entretenues par les deux chefs d'État qui se concertent très souvent. Et ils ont souhaité que les deux premiers ministres aussi puissent leur emboîter le pas et qu'elles se concertent aussi. Et donc nous avons saisi l'occasion de cette audience pour non seulement transmettre les salutations fraternelles du président Faure au président Ali Bongo, mais aussi saluer les performances économiques du Gabon,
toutes ces dernières années et dire au président Bongo que c'est dû à son leadership. Madame le Premier ministre a salué les performances économiques gabonaises dont certains aspects ont inspiré le Togo, à l'instar de la PIA, plateforme industrielle d'Atitikopé. Les deux personnalités ont également passé en revue d'autres sujets relatifs à la diversification du partenariat, notamment dans le secteur de l'environnement. J'ai également salué le leadership du président Bongo sur la question du développement durable. Parce qu'on voit très bien que le Gabon a pris les devants. Aujourd'hui, il préside le groupe des négociateurs africains sur le climat. Et c'est des choses qui inspirent énormément. Alors, nous avons pris sur nous de continuer les échanges entre les deux équipes sur des thématiques bien précises. Le développement agricole, la transformation digitale, l'énergie et tout ce qui touche à l'inclusion, notamment la femme. Et le président gabonais nous a prodigué d'utiles conseils, à moi-même ainsi qu'au ministre du Gabon. Et nous continuerons dans cette lancée pour échanger les bonnes pratiques, les expériences et faire profiter nos populations. Prévenir les conflits et garantir la paix durable dans le monde et au Togo. Ce vocable est une fois de plus porté par le ministère togolais des droits de l'homme et les associations engagées à travers une session. Et ils se sont définis d'autres priorités. Le compte-rendu maintenant de la rencontre avec Yasmine Kodia. La quête permanente de la paix, une préoccupation de plus en plus grandissante au regard des climats socio-économiques et politiques instables. Elle se trouve être prioritaire en cette période de Covid-19. La Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre dernier. Le Togo l'observe ici en différé. Nous avons convié à cette rencontre les chefs traditionnels, les chefs religieux, les conseillers municipaux du Golfe. Nous allons échanger sur la notion de consolidation de la paix, de prévention et de gestion, de résolution des conflits. Le ministère en charge des droits de l'homme, à travers sa direction de la prévention des conflits, a sensibilisé les acteurs communautaires sur un principe: ensemble pour une paix durable, inclusive, basée sur le genre dans les communes du Togo. Au sortir de cette rencontre de réflexion, qui est un cadre d'échange, nous allons partir avec les bonnes pratiques pour une paix durable, inclusive, basée sur le genre dans nos communes, en fait pour le développement de nos communes. Le thème retenu cette année par les Nations Unies interpelle les acteurs communautaires à plus d'engagement sur la pratique de la tolérance, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans le reste de l'actualité, le Togo fait bon usage des recommandations issues des assises en 2019 avant l'examen périodique universel sur les droits humains. Tous les acteurs engagés, vous allez les voir, se sont une fois de plus retrouvés pour définir la nouvelle feuille de route. Le point de la rencontre avec Yasmine Kodia. Créer un cadre de concertation et de dialogue entre les parlementaires, les acteurs de la société civile, les institutions étatiques et non étatiques, c'est la préoccupation au centre de cette rencontre. Rencontre qui fait suite aux recommandations formulées à l'endroit du Togo par le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture en 2019 et 2021. Les participants qui sont les députés et les institutions de la République autour desquelles nous sommes, qu'ils puissent jouer leur rôle. Essayer par exemple de faire le suivi des recommandations avec l'État du Togo pour savoir en 2019 tel nombre de recommandations a été fait. Nous sommes où aujourd'hui avec ces recommandations? Les députés doivent être comme l'œil du peuple et rappeler régulièrement ces recommandations à l'État du Togo pour que l'État puisse suivre ces recommandations et les mettre en œuvre pour le bien de nous tous. Il s'agit ici de doter le Togo d'une loi de protection des défenseurs des droits humains. Mais bien avant, chaque partie prenante doit y mettre du sien. Les Nations Unies, au regard des textes dont ils disposent, analysent un peu la situation des droits de l'homme dans le pays. Sur la question de la torture, sur la question de l'espace civique, notamment la liberté d'expression, la liberté de manifestation, les questions d'emprisonnement, les questions de droit du peuple à choisir ses dirigeants.
Donc sur toutes ces questions-là, régulièrement, les Nations Unies interpellent notre État. Et il n'y a pas que l'interpellation qui est faite. Il y a des recommandations qui sont formulées. La rencontre de ce jour vise aussi et surtout à améliorer le passage du Togo à l'examen périodique universel EPU en janvier 2022. La suite avec ces communiqués. Depuis quelque temps, des individus se passant pour des magistrats, greffiers ou autres acteurs de la justice invitent par téléphone des personnes dont les causes sont pendantes par devant les juridictions à effectuer des paiements par voie électronique pour un traitement soi-disant bienfaisant de leur dossier dont ils auraient la charge. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, rappelle que le traitement d'une affaire de quelque nature que ce soit, pénale, civile, commerciale ou sociale, par les services de la justice n'est subordonné à aucune transaction directe entre justiciables et acteurs judiciaires. En conséquence, le ministre met en garde tous ceux qui s'adonnent à de telles pratiques qui ne sont rien d'autre que de l'escroquerie et de l'extorsion de fonds. Aussi invite-t-il les justiciables à rester vigilants en évitant d'accéder à des sollicitations opportunistes de toutes les personnes les invitant à leur verser des sommes d'argent en prétextant d'une quelconque assistance judiciaire. Tout paiement de fonds effectué dans les circonstances ci-dessus décrites l'est au risque et péril de son auteur et n'engage en rien la responsabilité de l'administration judiciaire. Communiqué signé par le ministre de la Justice et de la Législation, Kokovi Egbe et Tognon. Je vous donne maintenant la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du vendredi 22 octobre 2021, et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 967, 17 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 440, 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 287 et le nombre de décès est de 240. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. L'actualité ce soir, c'est aussi cette signature entre l'Université de Lomé et le Hele Business School, une coopération pour développer et promouvoir l'entrepreneuriat, les politiques d'innovation et le commerce international chez l'étudiant. Savoir davantage sur cette signature d'entente cadre avec Abouza Dadja et Ramdan Bassina. L'Université de Lomé fait de la coopération une priorité. L'entente cadre de coopération paraphée ici entre l'Université de Lomé et Henley Business School du Royaume-Uni en est une illustration. Un accord qui scelle la création de l'Institut Afrique-Europe de l'innovation et des métiers au sein de l'Université de Lomé. Le but est d'accentuer la production académique du savoir-faire, favoriser la création des métiers et inciter à l'entrepreneuriat. Avec le savoir-faire de NA Business School en entrepreneuriat, en développement personnel, mais aussi la compréhension des enjeux géopolitiques, tout particulièrement dans le contexte des nouveaux accords de commerce, avec l'excellence académique de l'Université de Lomé, sa puissance pluridisciplinaire, il y a moyen de bâtir un catalyseur économique qui allie production de savoirs originaux et déverrouillage de l'entrepreneuriat des jeunes. Face aux nouveaux enjeux de l'heure et l'exigence des marchés, il faut innover et trouver des réponses adéquates. L'Université de Lomé n'entend pas rater cette opportunité qui s'offre à elle. Il y a de nouveaux métiers, on parle d'innovation et l'Afrique doit être au rendez-vous de ces enjeux. Ce partenariat est une forme de stratégie. Les formations qui seront offertes sont celles-là qui vont participer au développement de notre pays, entre autres d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire pour donner un nouvel élan à notre politique économique. Cette entente cadre entre l'Université de Lomé et Henley Business School du Royaume-Uni aura une durée de 5 ans renouvelable.
La suite de votre édition avec ce communiqué. La Direction générale de l'action sanitaire du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a été saisie du décès de Madame Lene Ornella, admise au centre de santé de Lomé dans la nuit du 8 au 9 octobre 2021 pour l'accouchement d'une grossesse à terme. Tout en réitérant ses sincères condoléances et ses profonds regrets à la famille éplorée, le directeur général de l'action sanitaire voudrait porter à la connaissance du public qu'un comité d'audit des décès maternels et néonatals a effectué des investigations en vue d'élucider les faits et d'établir d'éventuelles responsabilités. Le rapport de ce comité technique révèle ce qui suit. 1. Le décès de Madame Lene Ornella a été constaté au CHU Sylvanus Olympio suite à une prise en charge inappropriée au centre de santé de Lomé, CMS Wetri-Vikondi. 2. La sage-femme et l'accoucheuse, toutes deux fonctionnaires qui ont reçu la parturiente au centre de santé ont été reconnus coupables de graves fautes techniques et d'un défaut de surveillance ayant conduit à son décès. 2 agents de la morgue du CHU Sylvanus Olympio, contractuels du dit établissement, chargés de l'extradition du fœtus, ont procédé à un racket auprès des parents de la défunte. Suite à cette conclusion, les sanctions suivantes ont été infligées aux agents de santé concernés. En attendant qu'un conseil de discipline se réunisse, une mesure conservatoire de mise à pied de 15 jours couplée à un déplacement d'office a été prise avec effet immédiat à l'encontre de la sage-femme et de l'accoucheuse. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins a saisi le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social pour la poursuite de la procédure disciplinaire conformément au statut général de la fonction publique. D'ores et déjà, les 2 agents de la morgue du CHU Sylvanus Olympio du dit établissement responsable de racket ont écopé chacun d'une exclusion temporaire de 3 mois et d'un retard d'avance de 2 échelons. En outre, obligation leur a été faite de restituer la somme indûment perçue. Ces sanctions ont pu être d'emblée prises par le directeur du CHU Sylvanus Olympio en raison du statut contractuel de ces agents. Le directeur général de l'action sanitaire rappelle au personnel de santé le strict respect des règles d'éthique et de déontologie dans l'exercice de leurs fonctions. Communiqué signé par le directeur général de l'action sanitaire, Dr Essor Thomas Belewi. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.